Salut tout le monde, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sarah. Je suis Kotou. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur à peu près tout. Notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. Alors c'est notre premier... c'est notre deuxième épisode, Kotou. Bah, bien sûr, Et excuse-moi. C'est notre deuxième épisode et on voulait absolument vous remercier pour la force que vous nous avez envoyée pour le premier épisode qui est dispo sur notre chaîne YouTube, sur notre SoundCloud, sur notre Spotify. On est même sur Radio Public, d'accord, et très prochainement sur HBO. Et bientôt on sera sur Deezer quand on aura compris comment ça marche. Le truc de Deezer, c'est vrai. Le truc d'HBO, ne croyez pas. Donc voilà. Donc vos partages et vos messages et vos retours nous ont fait hyper chaud au cœur. On va aussi essayer d'appliquer vos conseils qu'on a classés dans un petit 3. Alors, dans un petit top 3. Alors, Sarah, en 3, parlez moins vite. Ouais, on va essayer. Petit 2, articulez plus. Et en numéro 1, arrêtez de taper sur la table quand on argumente. Donc voilà. Donc merci encore beaucoup pour vos retours. Carrément, merci, vous êtes les best. Et alors par contre, on est à 69 followers sur Instagram, donc s'il vous plaît, abusez pas, lâchez le dernier abonnement pour comment on arrive à 70, quoi. Qui se dévoue, quoi. Voilà. Bon, maintenant qu'on a remis les points sur les i, Kotou, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, chers collègues, chers camarades, nous avons un programme chargé. Nos discussions vont être menées par un thème, celui de la transmission des langues, que nous allons analyser via une très belle recommandation littéraire et le sujet de la glottophobie, un mot immonde, barbare, voilà, mais que Sarah va évidemment vous décrypter un peu plus tard. Mais avant toute chose, les coups de gueule et les coups de cœur, c'est parti. Alors Sarah, qu'est-ce qui t'a donné envie de casser des vitrines ? Eh bien, hormis le couvre-feu qui me donne envie de me tailler les veines, j'aimerais revenir sur une petite polémique autour de notre chère Rihanna. Alors avant tout, je veux d'abord assurer ma sécurité en mentionnant que Rihanna est une artiste talentueuse, donc s'il vous plaît, ne me crachez pas dessus la prochaine fois que vous me croiserez dans la rue. Fais attention, là on touche à la pop excellence, à la black excellence, hein, donc attends, en plus c'est ma gossure. Ouais, je sais. Voilà. Écoute, ça va y aller tranquillement, t'inquiète. Donc en gros, le défilé de Rihanna pour sa marque Fenty a fait pas mal de bruit, diffusé sur Amazon Prime le 2 octobre. On voit en fait notamment défiler des mannequins en lingerie sur un fond de diverses musiques hip-hop ou R&B, avec quelques performances de twerk, et donc plein d'artistes qui étaient présents. Et une des musiques diffusées au bout de la 46e minute a créé un petit scandale. Hein, un petit gros scandale. Un gros scandale quand même, ouais. Il s'agissait d'un morceau nommé Doom, composé par la DJ Coucou Chloé. Et donc ce morceau en fait reprend des extraits sonores de hadiths. Les hadiths, ce sont des textes sacrés de l'islam qui sont souvent chantés dans les mosquées. Et donc là, Coucou Chloé a remixé et accéléré ces hadiths. Et donc en fait, quiconque qui est un peu familier peut les reconnaître. Donc après ça, il y a pas mal de personnes qui ont été blessées et outrées d'une telle utilisation des textes. Il y a eu notamment des hashtags, hashtag Rihanna is cancelled. Voilà. Cancel culture, oui. Et qui ont pas mal émergé sur Twitter, et donc la chanteuse a finalement été obligée de s'excuser avec Coucou Chloé, l'artiste, car elles ignoraient en fait la portée religieuse de ses sons. Donc moi, personnellement, ce qui me dérange dans tout ça, c'est pas tellement le détournement d'objets religieux, c'est d'ailleurs le principe même de la caricature ou de la satire. On aime ou on n'aime pas, chacun est libre de critiquer ou de détourner tout ce qu'il veut. Mais en fait, lorsqu'on le fait, il faut quand même être un peu conscient et maîtriser le sujet, et le faire de manière délibérée. Et en l'occurrence, le geste de Rihanna et de Coucou Chloé s'apparente pour moi à de l'appropriation culturelle. Je dis ça dans le sens où elle récupère un attribut qui est ici associé à une religion pour le réutiliser sans aucune conscience de son histoire ou de sa signification. Et d'autant plus quand il est question d'une religion qui n'a en ce moment pas trop la cote dans nos sociétés occidentales. Hein. On est d'accord que l'islamophobie euphémisme, là. Elle est quand même un peu en pointe. Et là, pour le coup, comme il s'agit de Rihanna, bah, ça passe crème et elle est même applaudie. Bref, elle s'est excusée, c'est l'essentiel, mais voilà, ce comportement est toutefois assez répandu chez les artistes, et d'autres d'ailleurs, qui reprennent plein d'éléments culturels qu'ils ne maîtrisent pas. Donc voilà, ma petite conclusion personnelle sur ce fait d'actu, c'est que vous faites ce que vous voulez, tant que vous savez ce que vous faites. C'est super intéressant, ça, meuf, et il faut vraiment qu'on parle de ce sujet-là dans un prochain podcast. On a tellement de choses à dire dessus. C'est tellement l'expression qui est revenue le plus ces 5 dernières années, donc voilà, pour essayer de voir de quoi on parle quand on parle d'appropriation culturelle. Donc voilà, en tout cas, super coup de gueule. Ouais. Super coup de gueule. Mais alors toi, à l'inverse, Kotou, qu'est-ce qui t'a fait plaisir dernièrement ? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir ? Écoute, Sarah, tu sais, des fois, il y a des nouvelles qui te réchauffent le cœur de bon matin. Tu vois, quand tu tombes sur un flash de Mediapart, cœur sur eux d'ailleurs, énorme cœur sur Mediapart, eux, on les aime beaucoup, annonçant une quadruple mise en examen de Nicolas Sarkozy, ça met toujours de bonne humeur. Donc, je sais qu'on a dit qu'on n'allait pas taper des mains, mais j'ai envie d'applaudir un peu. T'es méchant, t'es trop des mean girls. C'est pas comme s'il allait écouter le podcast. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, et puis en même temps,
tienne. Donc, Nicolas Sarkozy est mis en examen. Et en vrai, il est mis en examen depuis mars 2018. C'est juste que là, on est en 2020, ça s'arrête pas. Tu vois, c'est une enquête qui est ouverte depuis 2012. Et on est toujours dessus. Donc, depuis mars 2018, il a été mis en examen pour... J'articule pas là. Il a été mis en examen pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illicite de campagne dans l'affaire des financements libyens. Et depuis vendredi, pour... Écoute bien... Association de malfaiteurs. On parle d'un président de la République, meuf. Non, mais c'est énorme. Ouais, c'est... Enfin, non, mais c'est un voyou. C'est absurde, quoi. C'est un voyou. Ouais. C'est ce que je... Bref, bon. C'est un malfrat. En prison, je vais arrêter là. C'est la première fois qu'un tel chef d'accusation est retenu contre un ex-président de la République en France. Et c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que je trouve l'affaire des financements libyens super importante, meuf. Tu vois. Je la vois comme la mise en examen de la France-Afrique. Celle créée sous De Gaulle, par notamment Jacques Foccart. Renseignez-vous sur lui, c'est super intéressant. Pas de cœur sur lui du tout, d'ailleurs, pas du tout. Qui a permis de créer ce réseau d'influence entre la France et ses anciennes colonies. Et pour moi, c'est la mise en examen de la culture des mallettes d'argent. On entend ça depuis qu'on est toute petite. Bien sûr. La culture des mallettes d'argent, celles qui ont permis de financer pas mal de campagnes politiques françaises. Et Sarko n'est ni le premier, ni le dernier à être dans cette sauce. Tu vois, Mitterrand, Chirac et Juppé, entre autres, avaient été accusés de profiter de ce système. Et la France-Afrique ne va pas s'arrêter avec cette affaire, mais au moins, elle est pointée du doigt publiquement et questionnée. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, énorme avancement. Voilà, gros big up, voilà, parce que ce réseau d'influence est une des raisons pour lesquelles les anciens pays colonisés stagnent. Donc, big up aux juges d'instruction, big up. Bravo, On n'a pas bravo, le droit de on t'aime. voilà, on t'aime, juge d'instruction, merci beaucoup. Donc voilà, donc maintenant que nous avons ouvert nos cœurs, nous allons doucement rentrer dans le thème du jour, la transmission des langues, avec une recommandation littéraire de notre copine Sarah. Yay! C'est parti. Yes, alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre de Maryse Condé qui s'appelle Victoire, les saveurs et les mots. Donc Maryse Condé, on l'adore aussi, gros big up à Maryse Condé. Hein, énorme cœur sur elle. Voilà. Et donc en fait dans ce livre, Maryse Condé choisit de nous raconter l'histoire de sa grand-mère Victoire Élodie Kidal qu'elle n'a jamais connue. Et en fait elle a pu retracer son histoire à force de témoignages, de recherches d'archives, ainsi qu'un peu de fiction qu'elle assume tout à fait. Et grâce à ça, on a une super petite biographie qui revalorise tout à fait une grand-mère complètement oubliée. Donc je vais vous contextualiser et résumer un peu le roman, qui selon moi est assez exceptionnel parce qu'il parle premièrement de nourriture, et manger... Insupportable. Et manger est une de mes grandes passions. Oui, pour de vrai par contre. Là, ouais, on parlera peut-être de ça un jour, je sais pas, mais... prochain podcast. On fera un podcast sur la nourriture. Sarah, les bons plans, parce que je tiens à vous dire que c'est la réputation de Sarah. C'est vrai. C'est qu'elle a les meilleurs plans de Paris. J'ai même fait une chanson à ce propos-là, et vous inquiétez pas, on va vous la chanter en exclusivité au prochain podcast. Oula, tu t'engages, hein. Je vais vraiment faire. Bah, ok, super. Elle est bonne, tu l'aimes bien cette... Ouais, je l'aime bien, elle me met tellement en valeur. Bah... donc voilà, on revient un peu sur le livre. Oui. Donc en gros, Victoire est née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe le 15 août dans les années 1870. Donc une vingtaine d'années après l'abolition de l'esclavage en France. Donc pour rappel, la France a aboli une première fois l'esclavage en 1794. C'était une feinte. C'était une énorme feinte puisqu'elle le réinstaure en 1802. Pas sympa ça. Ah non. Gros faux espoir. Et donc finalement, l'abolition définitive date du 27 avril 1848. Donc la mère de Victoire meurt en accouchant sans jamais avoir divulgué l'identité du père de l'enfant. Et la naissance provoque la surprise générale. Victoire est un bébé métis. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, on dira pas tellement métis, on dira mulâtre ou mulâtresse. En ces temps post-esclavagistes, comment vous dire que les Blancs, non seulement ne courent pas tellement les rues à Pointe-à-Pitre, et qu'ils sont pas tellement les bienvenus. Pas bonne ambiance pour eux. Donc les métis, reflets de cette oppression et du privilège blanc, sont assez souvent mis à l'écart et ostracisés, ce qui sera le cas de Victoire. Victoire n'aura jamais d'éducation scolaire, elle est tout à fait illettrée, donc pour survivre, elle prend des petits emplois de domestique, de famille en famille. À 16 ans, elle tombera enceinte d'un coureur de jupons. Appelé plus communément fuckboy en 2020. Exactement. Je sais pas pourquoi Maryse Condé a pas dit ça, mais bon. Ouais, grave, franchement. Coureur de jupons. On tient à traduire, quoi, parce qu'on est bien sûr. moderne. Et donc, elle accouche d'une petite fille en 1890, une petite fille noire qu'elle appellera Jeanne. Donc suite à son accouchement, et ayant besoin de s'occuper de sa fille, elle va rejoindre une famille, les Valberg, une famille riche, bourgeoise, blanche, et devient ainsi leur cuisinière. Et donc là, énorme don extraordinaire pour la cuisine, don qui était jusqu'alors tout à fait méconnu.
Elle a un énorme talent, donc, et Ouais. Victoire acquiert même une réputation de chef dont elle n'aurait jamais rêvé. Ses mots étant par ailleurs assez limités puisqu'elle ne parle que créole, ne maîtrise pas tellement le français et qu'en plus elle ne sait pas lire, la cuisine devient vraiment pour elle un moyen de s'exprimer. Elle développera d'ailleurs un vrai génie en fait à créer des plats au croisement de ses traditions culinaires personnelles et aux traditions donc de ses employeurs français. Donc je vais vous donner un petit exemple de menu pour vous faire saliver. Chaud-froid d'oursin, poularde caramélisée au genièvre, riz blanc, cochon découéné aux châtaignes pays, purée d'igname, salade laitue, flan coco, sorbet varié. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai un mini orgasme juste à la lecture. Je suis émue, mais c'est une overdose de saveur là. Ouais, bah normal, je comprends. Et donc voilà, donc suite Pardon, désolée, je suis complètement buggée. Donc, en parallèle de l'activité de Victoire, Jeanne grandit, et donc un fossé se creuse entre elle et sa mère. Une fois adulte, Jeanne devient institutrice, qui est d'ailleurs une des premières institutrices noires de Guadeloupe. Elle fait partie de clubs littéraires, elle maîtrise le français, elle est noire et elle est libre. En tout cela, elle se distingue de sa mère. Victoire, à l'inverse, ne maîtrise que le créole, comme je vous l'ai dit, langue que Jeanne s'applique à ne pas pratiquer par souci d'adaptation à la société française dans laquelle elle se projette. Donc, comment échanger de cette manière avec un enfant qui rejette sa langue maternelle ? Par ailleurs, Jeanne, qui est institutrice, n'apprendra jamais à lire à sa mère. Donc cette biographie, en fait, écrite par Maryse Condé, est une analyse assez fine des rapports de filiation, de transmission ou à l'inverse de rejet. Et c'est un regard assez juste posé sur une enfant traumatisée par le vécu de sa mère, qui sacrifie ainsi ses origines afin de connaître la liberté et le respect. Et tout le roman, on a un sentiment très ambivalent où malgré la cruauté de certains comportements ou paroles entre la mère et la fille, l'amour mal exprimé sous-tend malgré tout leur existence. En effet, comment exister l'une sans l'autre ? Non, pardon, je voulais dire comment exister l'une sans l'autre, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, c'était la bonne phrase. Tout en veillant l'une sur l'autre. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. C'est pour ça, en fait, je voulais C'était la fucked dire. up par ta, tu vois, Ouais, mais l'intention. Mais je l'ai réfléchi cette phrase, quoi. En vrai. Ouais, elle était belle. Et donc, à travers son histoire familiale, Maryse Condé explore les enjeux de ce début de XXe siècle, tels donc le racisme généralisé, les conséquences de siècles d'asservissement humain. C'est un regard sur les territoires d'outre-mer, comme on les appelle, dont l'histoire étroitement liée à celle de la France est toutefois méconnue. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous le recommande, Victoire, les saveurs et les mots, un livre publié en 2008 aux éditions Gallimard. Bah, merci beaucoup, Sarah, c'est une très belle recommandation. C'est touchant. C'est touchant. J'ai envie de le lire. Et je trouve que c'est aussi une histoire qui est très partagée par beaucoup si on s'intéresse au contexte français. Donc voilà, merci beaucoup. Et en plus, ça nous permet de faire une belle et naturelle transition vers notre thème du jour, la transmission des langues. C'est parti. Alors, je pense que la raison pour laquelle on s'est chauffé pour ce sujet, c'est parce que la France a, et tu me diras si t'es d'accord, évidemment, un rapport extrêmement conflictuel avec les langues minoritaires, régionales ou étrangères. Enfin, avec certaines. Ouais, pas tout le temps. Avec certaines. Et que ce comportement tranche radicalement avec des pays notamment issus du monde anglo-saxon, comme les États-Unis ou le Canada, ou du Nord, comme la Suède ou la Norvège. Pour les langues régionales, ça fait longtemps que ce débat existe. On va revenir dessus, mais je parle plus précisément de nos jours des langues parlées par les minorités raciales. Pour moi, ce sujet, il est important parce qu'il cristallise des questions vis-à-vis de l'obsession française avec le principe d'indivisibilité. Tu vois, je savais que ce mot, dès que je l'ai écrit, je savais que j'aurais un problème. D'indivisibilité, c'est un de nos principes constitutionnels. L'assimilation, la hiérarchie officieuse qui existe entre la valorisation des langues et leur enseignement officiel, les conséquences sur la transmission familiale et leur revalorisation de nos jours. Mais, tout d'abord, chère Sarah, sais-tu combien de langues sont parlées à peu près sur l'ensemble du territoire français ? Alors, je vais dire une fourchette entre 20 et 1000. T'es dans l'abus total. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Non, alors, en mode sérieux, plus d'une 50aine, meuf. Et encore... Ah ouais. Quand même. Ouais, okay. Et encore, j'ai mal compté, je pense. Tu vois, je crois que c'est même plus, tu vois. Entre les langues régionales comme le picard, l'alsacien, le corse, les créoles, parce qu'il y a plusieurs types de créoles, les langues des différentes vagues d'immigration, l'arabe, le turc, le soninké, le malinké, le portugais, le russe, l'italien, on n'a même pas le temps. Parce que, on va pas tous les citer. Les langues minoritaires, il y a une vingtaine de langues kanak, les langues amérindiennes de Guyane, le bonifacien, qui est un type de corse parlé juste à Bonifacio, tu vois, genre... La carte linguistique de la France est incroyablement riche. Et tu sais combien de langues officielles la France compte, Sarah ? Alors, je vais pas dire entre 20 et 1000. Je vais dire je sais pas. Meuf, une. One. Una. Quelle est, ça veut dire un en bambara. Gros bisous à maman. Voilà. Et il y a une raison à ça. Tu vois, donc on va donc monter dans notre time machine et on débarque au 19e siècle.
Vous voulez faire un Ça, effet c'est la spécial? time machine. Je te jure. J'ai répété, je me suis dit, je vais faire what? C'est pathétique. Bah, quand on aura du budget, on fera des super effets spéciaux, on vous le promet. Promis. 19e siècle, on est au sortir de la Révolution, on est dans une France où il existe plus de 30 patois différents et où seulement 3 millions de personnes parlent le français. Ça représente 15 départements sur 83 à l'époque, meuf. Et ça, C'est énorme. ça paraît fou aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est énorme dans le sens où ça paraît dingue aujourd'hui, quoi. Oui. Et ça, pour l'État, c'était une angoisse. Parce qu'il voulait créer un sentiment national d'unité et d'indivisibilité. Bravo. Enfin, merci. Par peur de séparatisme. Et les identités régionales étaient très fortes et le contexte international était hyper instable, ce qui rendait les frontières fragiles. Donc l'État français est rentré dans une volonté de francisation de la France, notamment grâce à l'école obligatoire depuis 1882 et au service militaire. Et entre la place de plus en plus importante de l'administration, parce que pour y rentrer ou bien pour y avoir affaire, il faut parler français, par rapport à l'urbanisation et la valeur symbolique attachée aux Français, les langues régionales ont perdu en pratique. Et d'ailleurs, enfin, moi, ça me fait réfléchir au fait que je trouve que la France a une politique vraiment calculée et violente de francisation. Absolument. Parce que... Désolée. Pardon. Évidemment, c'est plus pratique d'avoir une langue unique. C'est une très bonne chose que nous ayons donc cette langue commune. Mais le problème, il n'est pas tellement là. Enfin, selon moi, tu me diras si tu es d'accord aussi. Je suis d'accord, très cher. Et il est plutôt qu'en introduisant le français comme langue officielle dès l'école à la fin du 19e siècle, il est devenu complètement interdit de parler sa langue régionale dans les institutions. Donc par exemple, en Bretagne, les écoles qui enseignaient le breton étaient fermées. Et les élèves qui utilisaient le breton entre eux, même pendant les récréations, étaient sanctionnés. Et d'ailleurs, on parlera à cette époque, enfin plutôt aujourd'hui d'ailleurs, quand avec le recul, ouais. Ouais, avec le recul, quand on parle de cette tranche de l'histoire, on parlera de politique linguicide menée en France de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e siècle. Non, mais c'est hyper violent, vraiment, totalement. Aussi, comme ça ne serait pas un podcast preach si on ne citait pas Bourdieu. Bourdieu. Oh, j'en ai marre. Ouais, cite-le bien, Bourdieu. Shout out to him. Ouais. Big up. Voilà ce qu'il dit sur la langue française. Il dit « Le français est la langue des lettrés, des urbains, de l'élite. Il bénéficie d'une valeur symbolique forte. » Donc, en gros, pour t'émanciper de ta condition, tu devais parler français. Tu vois. Ah oui. Et cette même réalité, elle existait aussi dans les colonies françaises. Encore une fois, tu me dis si t'es d'accord. Parce que je le serais. Dans les colonies françaises où les élites, les bourgeoisies parlaient français. C'était un must, une obligation. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Bien sûr. Carrément. Et donc, vous pouvez aller dans les gouvernements, d'ailleurs, il y a des... Enfin, tu vois, les écoles, dans plein de pays qui étaient anciennement colonisés, type Burkina, Mali, Sénégal, et la langue enseignée est toujours le français. D'ailleurs, même la langue officielle est le français. Totalement. Mais même les livres scolaires sont en français. Encore aujourd'hui, en 2020. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Ouais. Et tout ça, comme tu peux l'imaginer, a permis de créer une hiérarchie de perception, de valorisation. Je veux dire par là que dans l'enseignement, dans le monde du travail ou dans tes interactions avec les gens, il y a une différence de traitement selon la langue en question. Tu vois, donc parlons français comme dit Aya Nakamura. Aya Nakamura. On l'avait pas encore cité, elle. Parlons français, parlons clairement. Dans le top 1 des langues valorisées, il y a évidemment le français, pour les raisons énumérées plus tôt. Dans le top 2, tu mettrais quoi, meuf? Alors, je mettrais tout simplement les langues qui sont enseignées à l'école, genre l'anglais, l'italien, l'espagnol, allemand. Exactement, les langues européennes, les langues des pays historiquement puissants et qui sont valorisées dans ce monde de la mondialisation, tu vois. Et je rajouterais d'ailleurs le chinois dedans. On peut mettre le japonais aussi. Ouais, le japonais aussi. Ma petite sœur, elle fait « Oh, Maï, elle fait du japonais. » Mon courage, Maï. Non, mon courage. Et en 3, dans le top 3, je mettrais les langues régionales, ceux qui sont aujourd'hui évidemment moins stigmatisés que sous la Troisième République et qui renvoient au terroir et traditions françaises. Donc ça passe à peu près. Enfin, ça passe un peu mieux, quoi. Peu de gens les parlent, mais bon. Voilà, ça passe, tu vois. Et en dernier, de chez dernier, alors là, on peut mettre les langues parlées par les immigrés, mais pas n'importe quels immigrés, meuf. Bah non, pas n'importe quels immigrés. Pas déconner, tu vois. Là, on va parler français, encore une fois. On parle très spécifiquement des immigrés issus des anciennes colonies, et notamment des territoires du Maghreb, Afrique noire et des pays colonisés par la France en Asie. Ouais. Tu vois. Donc, l'enseignement et la pratique des langues venant de ces pays par les immigrés et leurs descendants a toujours fait débat. Combien de fois on a vu des débats insupportables sur l'enseignement de l'arabe à l'école. C'est d'ailleurs revenu récemment, là, meuf. C'est revenu là, récemment, avec le discours ambigu, flou, problématique. Il faut qu'on en reparle de ce discours des séparatismes de Macron parce que c'est une catastrophe. Voilà, on n'est pas très fan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait deux. Pas très fan. Bon. Ouais, on n'est pas super neutre. Voilà. On avoue, on n'est pas du tout neutre sur la personne.
sur lesquels on reviendra sûrement dans un prochain épisode. Donc, en fait, il a eu le malheur d'encourager l'apprentissage de l'arabe en périscolaire, ce qui est en fait la garderie, hein, c'est ça le périscolaire. Ouais. Enfin. Et comme à leur habitude, la droite et l'extrême droite ont pété un plomb. Bah, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Tu vas nous dire, mais bon, de toute façon, c'est un peu le débat sur l'arabe, c'est quand ils s'ennuient. Voilà, en gros. Voilà, ils réenclenchent le petit bouton, quoi. Voilà, comme pour le voile, bref, on a l'habitude. Surtout, ouais. Donc j'ai entendu Luc Ferry, je sais pas si te dit rien, c'est normal. Il me dit absolument rien. Voilà, très bien. J'ai entendu Luc Ferry, c'était l'ancien ministre de l'Éducation sous Sarko, pas très mémorable comme tu t'en rends compte, qui a qualifié cette idée de ridicule. Le vice-président du FN, je dis FN parce que RN flemme, on sait qui vous êtes, qui parle d'une honte. Enfin, en fait, c'est pas du tout des réactions étonnantes, tu vois, mais c'est quand même des réactions mais super violentes, meuf. C'est épidermique. C'est pas normal de réagir comme ça, non, tu vois. Pas du tout. Et c'est juste impossible de pas faire le lien entre la colonisation, notamment le trauma de la guerre d'Algérie, et l'islamophobie crasseuse dans laquelle la France baigne depuis des années. Ouais, et tout ça, évidemment, participe à la stigmatisation de ces Français qui ont un double héritage et dont on voit beaucoup de parents qui font le choix donc, de ne pas transmettre leur langue pour éviter... la stigmatisation. Que leurs enfants se prennent dans la figure ce que eux se sont pris, quoi. Exactement, totalement. Et c'est vraiment catastrophique. Je tiens aussi à dire que c'est une spécificité bien française, ce genre de débat hystérique. C'est aussi lié à des injonctions politiques et sociales qui ont perduré pendant des décennies, comme le processus d'assimilation, meuf, tu connais, qui est pour moi une forme de chantage. En gros, tu dois te départir de ce qui constitue une partie de ton héritage pour être considéré comme un citoyen à part entière. C'est tu vois. Mais c'est ouf, mais pour moi, c'est ça qu'ils font, tu vois. Sinon, tu n'es pas respectable. J'ai le droit de te maltraiter. J'ai le droit de t'exclure. Tu vois. Et là, j'ai fait un focus sur la langue arabe parce que c'est ce qui déchaîne les passions, mais on peut prendre aussi nos exemples personnels. On va d'ailleurs, on va profiter de ce deuxième épisode pour un peu décliner nos identités, pour que vous nous situiez un peu. Donc, on va commencer par toi, Sarah. Hein. Donc, c'est quoi ton background et comment tes parents, ils ont géré tout ça? Alors, écoute, c'est l'occasion de me présenter. Ouais. Donc, en plus de mon prénom que vous connaissez déjà, je vais vous faire une grosse révélation qui est que je suis métisse. Alors oui, non, moi j'ai une mère française et un père burkinabé, donc petit pays que la plupart d'entre vous ne sauront pas situer, j'imagine. Je pensais abusé. Bah personne ne sait où c'est, mais je vous en veux pas. Après on est à côté, nous, c'est pour ça. Ouais. Oui. Et donc au Burkina, typiquement, la langue nationale c'est le français ainsi que le moré. Et il y a bien évidemment quantité d'autres langues parlées. On ne peut pas les citer. Ouais, voilà, on n'a pas le temps. Et donc par exemple, moi, j'ai ouï dire que quand j'étais toute petite, j'étais tout à fait bilingue moré, puisque mon père me parlait cette langue et ma mère me parlait français. Donc c'est tellement lointain que je n'ai même pas souvenir de cette aptitude linguistique que j'ai eue. Et en gros, mon père a arrêté de me parler moré le jour où j'ai passé une journée à la crèche et qu'en me récupérant le soir, les responsables, je sais pas si c'est les instituteurs, mais en tout cas les responsables, ont dit à mes parents qu'ils n'avaient pas tout compris à ce que je disais parce que mon vocabulaire empruntait autant au français qu'au moré. Donc mes parents très habitués. Mixte, quoi. Ouais, il était mixte, mais bon, enfin tout mon entourage était très habitué à ça. Et donc en fait, il s'agissait à ce moment-là d'une époque où on incitait les parents à ne privilégier qu'une seule langue à la maison, en disant que ça affecterait le développement des enfants d'avoir trop de référentiels linguistiques. Et donc à partir de ce jour, on m'a uniquement parlé français. En grandissant, moi j'en ai un peu voulu d'ailleurs à mes parents de ne pas m'avoir appris la langue que toute une partie de ma famille parle. Ouais, tout un côté, tout un pan. Tout un pan quand même. Enfin, et finalement, en regrandissant suite à ça, j'ai quand même compris que ça avait pas du tout été un choix de mes parents, quoi. Que en fait, ça avait été un sacrifice même de mon père de ne pas me transmettre sa langue maternelle. De fou. C'est ça. Et toi, Kotou? C'est émouvant, mais vraiment drôle de mood là, pardon. Bah écoute, alors moi je suis française, née de parents maliens. J'aimerais bien vous dire l'ethnie de mon père, mais il n'est pas sûr lui-même. Voilà. Donc la dernière fois que je suis allée au Mali, une de mes tatas m'a dit qu'on était Bambara, donc on va partir sur ça. Mais je peux vous dire au moins que ma mère est Peul, parce qu'elle en est très fière. Ma grand-mère aussi. Voilà. Gang. Et elle en est très fière. Et d'ailleurs, je leur fais d'énormes bisous parce qu'ils me manquent et je vais passer à autre chose avant de pleurer. Donc voilà. Fragile. Kotou, elle a pensé que tous les auditeurs c'était sa famille. Mais c'est littéralement toute notre famille. Non, alors, mon histoire est très similaire à la tienne. Il y a de très nombreuses personnes. Mes parents me parlaient français et bambara quand j'étais petite. D'ailleurs, c'est un ratio qui existe au Mali même. Tout le monde parle français et bambara. Ouais, c'est pareil au Burkina. Donc, ils faisaient pareil quand j'étais petite. Donc, je parlais et comprenais le bambara et le français. Mais dès que je suis arrivée dans le milieu scolaire, on a convoqué mes parents pour leur dire d'arrêter de me parler bambara, que ça risquait d'empiéter sur le français, de me donner des difficultés plus tard. C'est fou, hein. Mais c'est hyper violent de dire maintenant, tu vois, mais quand... bon, bref. Donc voilà. Alors, évidemment, ma réussite scolaire et sociale était la priorité de mes parents, donc ils m'ont plus encouragée à parler bambara. Ce qu'ils ont instauré, c'est qu'ils me parlaient français ou bambara, mais que dans tous les cas, je devais répondre en français. Tu vois.
Mais c'est en grandissant qu'ils ont eu des regrets parce qu'ils auraient aimé me transmettre à moi, mon petit frère, ma petite sœur, cette langue. Évidemment, qui est, je tiens à le dire, noble, riche, extrêmement parlée en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, donc aujourd'hui, je parle français, je parle anglais, j'ai fait un bac d'espagnol, mais je ne parle pas bambara et je le vois vraiment comme un échec, meuf, tu vois. Donc après, rien n'est perdu. Je peux toujours essayer d'apprendre, mais ce sera jamais pareil que si on me l'avait inculqué comme langue maternelle. On a pété l'ambiance, là. Là, vraiment, désolé, en fait, c'est ce qui nous a poussé à parler de ce sujet, en fait. C'était des discussions qu'on a eues sur ce sujet, quoi. Enfin, exactement. Entre nous, on s'est rendu compte qu'on était assez similaires sur cette perception qu'on avait eue. Ouais. Mais c'est pas perdu, on peut toujours tenter. Non, c'est pas perdu, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi, qu'il y ait eu cette force politique qui a incité nos parents, finalement, à abandonner ce pan de leur identité. Ouais. C'est dommage. Mais bon, j'ai quand même l'impression que les mentalités sont en train de changer. Ouais, je trouve aussi, c'est comme le shit qu'il y a eu avec les langues régionales. D'ailleurs, à propos des langues régionales, la France a signé en 1999 la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, je tiens à le dire, qui vise à les protéger et à les promouvoir. Ouais, super. Mais vis-à-vis des langues parlées par les minorités raciales en France, celles qui sont encore violemment dénigrées et stigmatisées, je pense que le changement doit venir de nous. Tu vois, on ne peut pas attendre que la France guérisse de ce passé douloureux et arrête d'avoir peur de nous et de leur délirante théorie du grand remplacement ou quoi, tu vois. Non, mais vraiment, faut qu'on s'auto-valide. Amen. Faut qu'on s'auto-valide. Ouais, il faut qu'on prenne les devants. Voilà. Tu sais, dans les avis sur la place de l'arabe à l'école, j'ai oublié que je voulais citer celui de Blanquer. C'est notre ministre de l'Éducation. Voilà. Lui, ça va, je situe. Voilà. Et lui, il est favorable, d'accord ? C'est déjà ça, il est favorable à l'enseignement de l'arabe. Et il a justifié ça en disant que c'était une grande langue littéraire. Ok, donc jusqu'ici, tout va bien. Oui, mais... Le mais. Mais, après, tu sais ce qu'il a rajouté ? Dis-moi, j'ai peur. Qu'il voulait qu'on l'enseigne pour lui donner du prestige. Ah, j'ai pas les mots. Je suis dépassée. Donc parce voilà. Parce que l'arabe a pas finalement attendu l'école française pour être je crois pas, non. prestigieux. C'est quelques siècles. Non, je crois qu'ils ont pas attendu. Donc voilà pourquoi il faut attendre. Il faut arrêter d'attendre d'être validé. Et pour finir, vis-à-vis de l'argument avançant que ça perturbe l'enfant dans son développement et sa compréhension du français, déjà personne dit ça quand on parle d'un bilinguisme anglais, espagnol, italien. Voilà, que ce soit très clair. Comme de par hasard. Ouais. Voilà. Et depuis quelques années, il y a je ne sais combien d'études qui prouve que c'est hyper bénéfique pour un enfant d'apprendre plusieurs langues, surtout quand il est petit. Ça permet de développer ses capacités cognitives et surtout, ça lui donne un background super riche, tu vois. Donc parlez poulard, parlez bambara, parlez berbère, parlez djoula, ce que vous voulez à vos enfants. C'est important et noble, surtout. Carrément. Voilà. Makoto, je te remercie. C'était super intéressant. Mais de rien. Et non, et d'ailleurs, franchement, si cette expérience, si ces expériences qu'on vous a partagées résonnent en vous, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des DM parce qu'on adorerait avoir d'autres retours et des expériences vis-à-vis de ce problème. Grave, n'hésitez pas et résistez. Non, je rigole, je me calme. J'espère que vous êtes toujours avec nous, que cette petite dose de preach vous plaît et nous allons passer à un sujet qui reste dans ce même thème, la glottophobie. C'est parti. J'avais envie de parler d'un phénomène lié à notre thème du jour, la glottophobie. Alors tout d'abord, a-t-on entendu un mot plus dégueulasse que glottophobie ? Franchement, Sarah, en tout cas il est minimum dans le top 5 avec crouton, buffle, ganglion. Non mais c'est ganglion, c'est dégueu. Ganglion, ça me... En fait c'est les glosses, ça... Ouais. Ça me dégoûte. Mais attends, moi j'en ai un aussi dégueu qu'on peut mettre dans la liste, c'est truelle. Ça me dégoûte. Ouais. Vraiment. Truelle. C'est horrible d'ailleurs. Enfin bref, pardon, on s'égare. Pardon. Du coup, pour reprendre l'expression de la semaine dernière de Kotou, la glottophobie, qu'est-ce que c'est bouillabaisse? Alors, dans la définition du terme, la glottophobie, c'est le mépris, la haine, l'exclusion de personnes. C'est une discrimination négative fondée sur le fait de considérer incorrect ou inférieur certaines formes linguistiques. Rien que ça. Rien que ça. Ça fait plaisir. Donc voilà, en gros, c'est une discrimination qui désavantage les gens selon leur langue ou leur accent. Ces formes de discrimination, on les trouve à des échelles macroscopiques, au niveau des barrières internationales, comme à des échelles microscopiques, nationales ou régionales. Et donc, en termes de langue, évidemment, en France, on privilégie le français, comme l'a très bien exposé Kotou, qui est la langue officielle. Donc, une personne qui ne maîtriserait pas parfaitement notre langue, qui, soit dit en passant, est juste une des langues les plus galères au monde à apprendre, donc une personne aura beaucoup de mal à trouver sa place dans la société. Tu vois, par exemple, au niveau du marché de l'emploi, c'est beaucoup plus strict, et beaucoup moins ouvert. Et donc, à capacité égale, voire à capacité même supérieure, une personne maîtrisant mieux la langue nationale sera avantagée par rapport à quelqu'un de peut-être mieux qualifié, mais qui parle moins bien français. Mais donc,
le pendant de la glottophobie sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui, c'est l'accent, parce qu'au niveau de la langue, je pense que Kotou a été déjà On est très, bon, très hein. précise, ouais. Et donc voilà, par rapport à l'accent, en fait, c'est une fois, j'ai été interloquée en discutant avec une apprentie journaliste qui venait du sud-ouest, donc il y avait un bel accent du sud-ouest, et elle me disait s'entraîner... C'est un très bel accent en plus. Ouais, c'est Pour franchement, de vrai, il est quoi, très très vraiment. ouais. Et elle me disait s'entraîner à parler sans accent. Pour ses chroniques, en fait, télévisées, quoi. À la télé, parce que les présentateurs n'ont finalement en fait jamais un seul accent. Ouais. C'est quand elle m'a dit ça que j'ai réalisé, les acteurs, les comédiens, les actrices, etc. n'ont pas d'accent non plus. Mais vraiment, je trouve ça dingue, meuf. C'est hyper violent parce que, en fait, tu dois te rendre compte de ton accent, l'identifier Ouais. et le supprimer. Mais ouais. J'aime pas comment on le fait en plus. Mais c'est un truc de malade. Ouais. Et en fait, c'est ça, et les mecs et les meufs suivent des formations où on leur apprend tout simplement à lisser leur accent pour mieux correspondre à la norme. La norme qui est finalement en fait l'élocution parisienne, donc une parole sans accent. Mais Même si certains disent qu'il y a un accent parisien d'ailleurs. ouais, mais bon, en France, on qui est voilà. très neutre, quoi, Voilà. par rapport au reste des régions. Et donc, Oui. Kotou, tu vas me demander quelle est la pertinence de ce principe qui vise à lisser les accents. Eh Je bien, te le demande. tu me le demandes, hein, tu me le demandes. Très sincèrement, je n'ai pas de réponse. Merci. Yes. Parce que j'estime qu'il n'y a aucune pertinence. Donc, à la limite, un journaliste qui présenterait le JT avec un accent à couper au couteau où personne ne comprendrait à part sa mère et son père, là, c'est peut-être un peu problématique et il faut peut-être articuler. Toute communication en général, c'est problématique. Ouais, exactement. Mais bon, je pense qu'on n'en est quand même pas du tout là avec la plupart des personnes qui ont un accent. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'une discrimination qui valorise des individus au détriment d'autres. Ouais. Et donc cette caractéristique peut être vraiment désavantageuse au niveau même des carrières. Donc là, il s'agit complètement du professionnel, quoi. Et même plus loin que les carrières, il y a une vraie classification des accents, encore une fois, fondée sur rien du tout et tout simplement méprisante. Ouais, mais comme un accent marseillais qui serait mieux considéré qu'un accent alsacien, qui sera plus associé à la beaufrie. Tu vois, genre, c'est ça. On le connaît en fait, le classement. Mais on le connaît. Et tu vois, l'accent marseillais, si tu prends un accent parisien, il fera pas très sérieux à côté de l'accent parisien. Ça fait un peu fêtard, un peu mec du sud, etc. Ouais, on connaît la hiérarchie. Ouais, elle est officieuse, mais on la connaît. C'est ça, elle est officieuse, exactement. Et je sais pas si tu te souviens, quand Jean Castex a été nominé, il a été un peu au centre des discussions par rapport à son accent. Ouais, je me rappelle d'un truc que Léa Salamé elle avait sorti, je sais plus ce que c'était, genre votre accent ou de je sais pas quoi. Enfin bref. Ouais, donc voilà, tout le monde l'a pointé du doigt. Ouais. Et parce qu'effectivement, en fait, notre Premier ministre, qui vient du sud-ouest, a l'accent du sud-ouest. Et donc, ses premières allocutions ont suscité quelques moqueries, notamment sur Twitter, parce qu'il est finalement très très rare d'entendre un haut fonctionnaire ayant conservé ses traits linguistiques. Exactement. Et Dieu sait que bon, Jean Castex, c'est pas mon pote à la compote, je vais pas me. Voilà. Mais en vrai, je trouve ça super qu'il n'ait pas tenté de supprimer cette partie de son identité, parce que j'imagine même pas dans les milieux élitistes, parce que c'est d'avoir c'est dur de pas être dans la norme dans les milieux élitistes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Voilà, et en vrai, quelle angoisse de vouloir que tout le monde parle pareil, en vrai. Tu vois, c'est dommage de gommer ça. Donc en vrai, force à lui, que sur ça. Ouais. Que sur ça, d'accord. Ne te laisse pas faire, Jean, ok. Voilà. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que suite à ces petites moqueries, il y a un député République En Marche qui a proposé une loi pour réprimander les discriminations liées aux accents. Et c'est pas bête. Non, c'est pas bête, même si c'est très 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 dur à mettre en place pour prouver la discrimination et le lien. Après, je trouve qu'elle arrive un peu tardivement, cette proposition, puisqu'il a simplement fallu attendre quelques tweets moqueurs dirigés contre un Premier ministre pour s'offusquer d'une discrimination qui touche des milliers de personnes en France chaque jour. Depuis des décennies, quoi. Je vous passe bien évidemment le nombre de films ou de sketchs dans lesquels est moqué l'accent africain. Gros guillemets. Ouais, j'ai fait des guillemets, ouais. Puisque, évidemment, on le sait tous, l'Afrique, c'est un grand pays où tout le monde parle la même langue avec le même accent. Oui. Voilà, c'est un bien fondé. Et par exemple, n'hésitez pas à visionner le sketch de Michel Leb, l'Africain, si vous êtes en manque d'imitation raciste. Non, hésitez. N'allez pas vous blesser tout seul, vraiment. Non, mais vraiment, c'est d'une violence incroyable, ce sketch. Ah, c'est abominable. C'est hallucinant. Et si vous avez la foi de regarder cette bouillabaisse, pour être poli, appréciez aussi la gestuelle qu'il fait pour représenter l'Africain en mimant le singe. Non, mais c'est hallucinant, ce sketch. Ouais. C'est hallucinant. J'espère qu'on verra plus jamais ça, en fait. Et il s'est pas excusé. Non, pas du tout. Il a dit, il a double down, il était en mode genre, oui, et genre ça. Non, il est très sûr de lui. Enfin bon, bref, c'est un autre podcast encore. Mais pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande un film qui relève du pur génie humoristique, qui s'appelle Sorry to Bother You, de Boots Riley. Ouais. Tu te souviens de cette pépite, Kotou ? Ah ouais, vraiment, meuf, on a adoré ce film, je sais que ce film t'a beaucoup plu. Ainsi que son très charmant interprète principal, Lakeith Stanfield, n'est-ce pas, Sarah ? Gros bisous. À qui on fait des bisous parce qu'on sait qu'il nous écoute. Bien sûr. Nous écoute. Mais ouais, non, c'est un film barré qu'on vous recommande fortement et qui pointe du doigt
super intelligemment la double pression dont sont la cible les Nord-Américains dans leur simple expression, meuf, dans leur simple manière de parler. C'est une oppression qui est sociale, raciale, et c'est aussi le cas des accents associés aux minorités raciales en France, en fait, comme pour les désigner... rapidement les accents africains ou arabes, tu vois. Même si tu parles très bien français, on dirait que tu es disqualifié d'entrée de jeu socialement ou professionnellement si tu as un accent. Comme tu sais, j'ai vécu quelques mois en Louisiane. Voilà. Et le truc qui m'a le plus frappé avec mes potes noirs, c'est comment ils code switchaient. Tu vois ce que je veux dire? On le fait totalement en France aussi. Le code switch, c'est quand tu rentres dans un espace et que pour y naviguer tranquillement, tu adoptes un comportement, un langage et souvent un accent, puisque c'est lié, imposé pour que tu sois perçu comme légitime ou étant dans le moule. Tu vois. Donc là, je parle du monde du travail, de l'école, des lieux prestigieux, enfin voilà quoi. Et dans le film, il doit travailler sur son black accent. Tu vois, aux États-Unis, ils parlent du black accent, c'est-à-dire c'est une contraction entre black et accent, c'est le black accent. Merci. Donc, voilà, de rien, toujours. On est là. Et en vrai, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ces injonctions. Donc, voilà. Et ça le met très bien en relief. Et sorry to bother you, en français, ça veut dire désolé de vous déranger. Donc, pour vous donner un peu envie de le voir ou de le revoir, en résumé, c'est l'histoire d'un jeune noir américain un peu paumé qui n'a pas une thune. Et donc, pour renflouer ses poches, il va rentrer dans une entreprise de télémarketing. Là, voilà, il arrive à absolument rien vendre. Et donc, il y a un vieux vendeur noir qui lui donne le secret ultime pour vendre, utiliser une voix de blanc. Et donc, c'est parti pour une claque à 800 km/h du film le plus what the fuck de 2018. Non, mais là, elle a été sympa avec le résumé. Vraiment, allez le voir parce que vous n'imaginez même pas où le film va vous amener. Quoi, non, vraiment. Mais ça part tellement en live, mais c'est exceptionnel, c'est génial. Et par rapport à nous deux, si vous vous demandez si nous faisons exprès de lisser nos accents dans ce podcast... Si on a eu des cours pour supprimer notre identité. Eh bien, sachez que pour ma part, je viens du sud comme Chimène Badi, mais que je n'ai absolument jamais eu d'accent. Et toi, Kotou, comment ça se fait que t'aies pas trop d'accent? Mais moi, franchement, je sais pas. Je suis du sud aussi. Born and raised à Nice. Et on m'a toujours dit qu'on cramait que genre je venais du sud dans ma manière de prononcer les O, tu vois. Genre rose, trucs comme ça. Ah, moi, c'est là-dessus. Les deux seuls mots où c'est le seul truc. Rose et drôle. C'est le seul truc. Sinon, je pense que comme on s'entend pas parler, je sais pas, mais peut-être dans les infections, j'ai un petit minuscule rikiki accent, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà. Et c'est sur cette note chatoyante, chantonnante, envoûtante, entêtante. Vas-y, get to the point. Alors, excusez-moi. Bon, c'est maintenant que nous arrivons à la presque fin de notre deuxième épisode. Deuxième épisode quand même. Deuxième déjà. Fière de nous. Ouais, je suis trop contente. Franchement. Et vous savez ce que ça veut dire? Vous savez what time is it? You know it! C'est l'heure de jeter dans l'univers vos vœux et nos vœux aussi pour qu'ils se réalisent. C'est donc l'heure de la communion! La communion est là, Kotou. Est-ce que tu sens la vibe? Je sens la vibe. Est-ce que tu ça sens l'esprit? s'emparer de moi. Ça commence à m'envelopper aussi. Ah ouais, je me sens en transe là. Tu peux ouvrir le bal. Vas-y. Kotou, je veux que mon syndic installe un parking à vélo. Non, ça c'est un vrai débat. C'est un vrai truc et vraiment on prie pour Sarah pour que on jette ça dans l'univers pour que ça se réalise. Amen, merci. Amen today. Sarah, j'aimerais que tu trouves le vaccin contre le Covid d'ici 4 jours. Non, rien, parce que j'en peux plus. Parce qu'on a fait genre, on a voulu pas parler du Covid pour pas trop vous assommer avec ça parce qu'on en dit déjà tous les jours. Mais cette situation, je me plains pas, tu vois. Je porte le masque. Non mais je porte le masque, Je sais pas me plaindre, tu vois, mais cette situation elle commence à. Dès qu'on finit l'enregistrement, Kotou, je suis dessus. Et le vaccin, moi je dirais 5 à 6 jours. Okay, 5 à 6 jours, ça va comme délai ou pas? Ouais, ça devrait aller. Ok, la France, soyez sur le qui-vive, ça arrive. Et moi j'ai un autre vœu. Dis-moi. Qui est nettement plus important que le Covid, Kotou. Grave. C'est le froid et mes boucles de cheveux. Mais en vrai, c'est vrai. Parce que le froid abîme mes boucles de cheveux. Donc s'il te plaît, hiver, n'arrive pas trop vite pour mes boucles de cheveux. L'émission transition, on tient à le rappeler, vraiment il est venu de manière impolie. Ouais. Dernier vœu qu'on jette dans l'univers, Sarah. Dernier vœu. Et il est très important. On t'écoute. Que la sauce mango curry arrive en vente chez moi. Oh là là, c'est peut-être le vœu le plus important. Mais qu'on ait dit, je pense. Aujourd'hui. Parce que c'est que chez Leclerc, non? C'est que chez Leclerc. Monoprix, si vous entendez, sponsorisez-nous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre cette sauce dans vos rayons. Donc voilà. Amen. Et ben ça, c'était une belle communion. On vous dit donc à très vite. On va essayer de vous sortir un petit podcast toutes les 2 semaines, mais on vous promet rien parce qu'on est des busy girls. Des busy girls. Et en plus, on a fait un petit peu plus parce qu'on avait plein de choses à dire. Désolée. Voilà. Et on fait des gros bisous. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Salut.